C'est un président victorieux, et pourtant... Ce soir-là, au Champ de Mars, Emmanuel Macron vient d'être réélu, mais la liesse populaire est déjà aux abonnés absents. Le succès est sobre, certains diront même lugubre. Le président de la République savoure-t-il vraiment sa victoire ? C'était extrêmement décevant, il n'y avait absolument aucune ambiance, aucune ferveur. Moi j'y suis allée, mais même parmi ses partisans, ça chantait à peine, ça dansait très peu. La fête s'est rapidement terminée. Il n'y a pas grand monde, l'ambiance elle n'existe pas. C'est pas qu'il n'y a pas d'ambiance, c'est qu'il n'en est même pas question d'une ambiance. Tout le reste de la soirée tranche là encore avec 2017, jusqu'au départ d'Emmanuel Macron qui, à peine son discours terminé, monte dans son cortège et prend une direction inconnue dont on découvrira plus tard qu'il allait à la lanterne pour s'isoler 24 heures. Ce qui est très étrange, un soir de victoire, un soir de réélection. Emmanuel Macron se réfugie dans cette résidence présidentielle qu'il affectionne, à Versailles. Il va passer la soirée dans l'intimité. Pourtant habitué à ne dormir que quelques heures par nuit, aurait-il eu une baisse de régime ? Son entourage parle d'un coup de fatigue après un quinquennat rythmé par la crise des Gilets jaunes, le Covid et la guerre en Ukraine. Brigitte, elle était très inquiète parce qu'il était fatigué. Elle recevait beaucoup de messages de personnes de l'entourage d'Emmanuel Macron qui lui disaient « il faut que tu dises à Emmanuel de se reposer », ce qu'elle fait depuis le début. La version officielle, c'est la fatigue d'un hyper-président engagé sur tous les fronts. Leader obsédé par son image internationale. Mais derrière l'épuisement, n'y aurait-il pas une démotivation plus profonde ? Il y a quelque chose qu'Emmanuel Macron éprouve dès le soir de sa reconduction, c'est qu'il y a désormais une borne, une limite à sa conquête du pouvoir. En 2027, il ne pourra plus se représenter. Ce qui fait que dès le soir de sa victoire, on commence à parler des ambitions présidentielles dans son camp d'autres, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qu'on voit Emmanuel Macron comme un homme incarnant un peu le passé. Son autorité est immédiatement un peu rognée. C'est quelque chose d'assez cruel et que Emmanuel Macron ressent et qu'il vit dans cette période un peu étrange qui suivra sa réélection. Je me mettais un peu dans la peau du président Emmanuel Macron et je me dis, voilà un jeune homme. Et il sait qu'à 49 ans, de toute façon, l'exercice du pouvoir sera terminé pour lui. Et je pense que cette finitude, elle est sans doute aussi au cœur de la retenue d'Emmanuel Macron. En ce début de second quinquennat, le président de la République semble ailleurs, indécis. Après des semaines d'hésitation, il va désigner en secret une première ministre. Là, vous réfléchissez à la constitution d'un gouvernement avec le président de la République. Vous avez changé d'échelle. Avant de brutalement nommer quelqu'un d'autre. Il refuse aussi de voir arriver la défaite des élections législatives. C'est une surprise pour lui. C'est une surprise pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron en réalité a connu très peu d'échecs. D'ailleurs c'est le 3e échec connu de sa vie législative. Jusqu'à l'activation du 49.3, où là encore il va douter, 1 heure avant l'annonce. Il n'a pas choisi. On se revoit une dernière fois à 14 h en disant bon, là concrètement on en est où ? Quelle est la décision qu'on prend ? Comment le président tranche-t-il ? Est-il influençable ou persuadé d'avoir raison envers et contre tous ? Qu'y a-t-il dans la tête d'Emmanuel Macron ? La période qui suit la victoire est marquée par un étrange flottement d'Emmanuel Macron. Pendant des semaines, le temps semble figé. Les membres du gouvernement attendent les nouvelles nominations pour quitter leurs fonctions, mais rien ne se passe. Quand nous sommes invités à déjeuner le jeudi qui suit la victoire d'Emmanuel Macron, je me dis chouette, c'est le déjeuner du départ, on prend des selfies, on se dit au revoir. Vraiment, tout le monde est persuadé que voilà, on se voit dans cette situation pour la dernière fois. Et là, j'attends pendant 4 semaines. Comment expliquer cela ?
Le président de la République répugne à se séparer de Jean Castex, qui pourtant ne souhaite pas rempiler. Il n'arrive pas à choisir son nouveau Premier ministre et laisse traîner. Le nom d'une femme est souvent mis en avant dans son entourage, Elisabeth Borne, technocrate, plutôt orientée à gauche et jamais élue. Mais une autre a sa préférence de cœur, son exact opposé, Catherine Vautrin, élue de terrain et ancienne ministre chiracienne. Initialement, Emmanuel Macron veut une femme pour Matignon. Il a envie plutôt d'une élue locale et il a envie de quelqu'un qui est plutôt de droite. Certains des proches d'Emmanuel Macron diront qu'il cherche une Jean Castex avec une robe à fleurs. Bien. Lorsqu'il a choisi Catherine Vautrin, personne ne pense à elle. Moi, je sens qu'il y a quelque chose. Une femme, grande élue locale, une expérience ministérielle, mais pas en première ligne. Voilà, ça peut faire quelque chose. Si Catherine Vautrin est la trouvaille du président, une partie de son clan lui préfère Elisabeth Borne, fidèle de la première heure. La double nomination, parce qu'en fait, il y a eu un moment où Emmanuel Macron avait quasiment 2 premiers ministres, et en l'occurrence 2 premières ministres en même temps, est quelque chose d'absolument exceptionnel. Ça traduit, de la part d'Emmanuel Macron, derrière l'apparence de quelqu'un de vertical, d'autoritaire qui décide, quelqu'un qui hésite beaucoup. Il hésite beaucoup, pourquoi? Parce qu'il est toujours à la recherche du mouton à 5 pattes. Je vais faire une comparaison un peu osée, c'est un peu comme sur Tinder. Vous n'êtes jamais sûr d'avoir trouvé la bonne personne, vous allez regarder si celle d'après n'est pas mieux que celle que vous venez de repérer. Emmanuel Macron appelle Catherine Vautrin et la nomme en secret Première ministre. Que s'est-il exactement passé entre eux? Elle sort aujourd'hui de son silence pour la première fois. Je suis tombée de ma chaise. 2, j'ai été à la fois plus que touchée, enfin, ça vous dépasse quelque part. Et 3, alors Édouard Philippe a eu beaucoup de chance, il a perdu des kilos. Moi, j'ai plutôt pas dormi, ça n'a pas été un régime amaigrissant, c'est dommage, ça m'aurait fait du bien. Mais au-delà de ça, j'ai été extrêmement honorée et particulièrement surprise. Un déjeuner secret se tient le 12 mai dans les jardins de l'Élysée, entre Catherine Vautrin et Emmanuel Macron. Ce jour-là, tout est scellé. Les noms des ministres, le directeur de cabinet et même sa sortie de Matignon en 2024, après les Jeux Olympiques. Là, vous réfléchissez à la constitution d'un gouvernement avec le président de la République. Vous avez changé d'échelle. La première approche, c'est évidemment le perron, c'est derrière le JT de 20h qui va suivre, c'est toutes ces choses-là. Donc bien sûr. Vous avez votre costume? Alors bien sûr, vous réfléchissez aussi. Alors c'est comme nous sommes des femmes, on évite le costume quand même. Mais pour autant, oui, ça fait aussi partie du détail. Vous avez un minimum d'organisation à mettre en place. En plus, moi, je suis pas parisienne, ça vous a pas échappé, je suis rémoise. Donc ça demande un tout petit peu de réflexion et d'organisation. Vous ne vous appartenez plus. Vous passez dans complètement autre chose. Avec Catherine Vautrin, c'est allé très loin. C'est quasiment, si on était dans le privé, ils auraient quasiment discuté du salaire, si vous voulez. Il l'a même annoncé à Nicolas Sarkozy. Il y a une autre composante chez lui qui je pense, explique sa manière d'agir en politique, c'est cette volonté de séduire. Et séduire son interlocuteur, c'est lui dire, lui faire sentir, ou en tout cas lui faire croire qu'il est d'accord avec lui, que c'est lui qui a raison. Et donc voilà, il est capable, je pense, de se laisser entraîner dans le rapport personnel. Catherine Vautrin va même rencontrer Jean Castex dans un endroit tenu secret, en plein cœur de Paris. Il y a eu une passation de pouvoir officieuse entre elle et Jean Castex le samedi précédant la nomination du lundi, dans un appartement privé qui était le futur appartement de Jean Castex, où ils ont discuté de choses parfaitement concrètes sur la manière, les dossiers qui étaient en cours, comment il fallait les prendre, etc., etc. Le lendemain du déjeuner confidentiel, une fronde s'élève parmi les vieux fidèles du président. Vendredi 13 mai 2022, à 17h30, Christophe Castaner appelle Richard Ferrand. Ils se mettent d'accord pour faire barrage à Catherine Vautrin. Depuis samedi, on a pu assister à une levée de bouclier dans la majorité, côté aile gauche contre l'engagement passé de Catherine Vautrin contre le mariage pour tous, d'autres mettant en avant un problème d'envergure. Écoutez ce que me confiait hier soir un leader de la majorité absolument furieux contre cette hypothèse. C'est n'importe quoi.
Et si Macron s'obstine, je continuerai à le dire. Est-ce que vous sentez monter des oppositions au sein même de la Macronie? Ah bah vous savez, c'est pas très compliqué, il suffit de regarder Twitter. Hein. Donc là-dessus, on va être aveugle, vous voyez les choses. Bon, et comme d'habitude, vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Des proches d'Emmanuel Macron relaient opportunément cet épisode du passé de Catherine Vautrin, qui avait voté contre le mariage pour tous. Inconscience, courage. Macron va peut-être nommer à Matignon une homophobe. Nommer une première ministre ayant combattu les droits LGBT comme le mariage pour tous serait un très mauvais signal. De loin, des échos arrivent à Emmanuel Macron, qui est alors en voyage aux Émirats arabes unis. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, se fait le réceptacle de l'indignation. Il écrit par texto au président. Il doute. Quand il rentre à l'Élysée le dimanche soir, il se pose encore la question. Qui vois-tu à Matignon demande-t-il encore à certains de ses proches, alors qu'on est à quelques heures de la date à laquelle il doit faire son choix. Jusqu'au bout, il n'arrive pas vraiment à trancher. Le lundi matin, je suis partie de chez moi. Je ne savais pas ce que je ferais le lundi soir. Et je me souviens très bien avoir écouté une radio le matin, dans ma voiture. C'était François Bayrou, qui, à ce moment-là, décrivait le portrait robot du Premier ministre qui conviendrait à la France. Honnêtement, il lui ressemblait beaucoup. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Le nom qui circule le plus en ce moment en parlant du poste de Premier ministre, c'est celui d'une femme venue de la droite, Catherine Vautrin. Il faudrait qu'il y ait à Matignon, dans les choix que le président va faire, quelqu'un qui soit d'une très grande proximité philosophique et politique avec lui. Catherine Vautrin enchaîne les réunions à la mairie de Reims, comme si de rien n'était, persuadée qu'elle va dans quelques heures devenir aux yeux de tous Première ministre. Quand Emmanuel Macron l'appelle à 11h30, il lui dit alors qu'il a finalement choisi Elisabeth Borne. Vous savez, moi, quand le président de la République m'a appelé, ça a été extrêmement rapide. Je lui ai dit, monsieur le président, c'est vous qui décidez, c'est vous qui quelque part sentez les choses, vous pensez qu'il ne faut pas le faire, je le comprends. Je ne me suis ni roulée par terre, j'ai rien demandé, j'ai rien... Ça me semblait une évidence, si vous voulez. Qu'est-ce que vous ressentez quand il vous appelle à ce moment-là? Mais je clappe de faim. Clappe de faim. Peut-être y avait-il un choix de cœur et un choix de raison. Et je pense que là, en fonction des amis qui ont pu le conseiller ou des gens qu'il a pu rencontrer, il a fait le choix de raison. Que des proches du président puissent lui dire non, si c'est elle, on n'en veut pas, si c'est elle, on ne suivra pas, et que le président dise ok, très bien, je renonce, c'est un côté humiliant. Et vraiment, cet épisode, il dit beaucoup de ce second quinquennat. C'est-à-dire qu'au moment où Emmanuel Macron est au point culminant de son pouvoir, de sa liberté, il est en fait contraint et il ne fait pas ce qu'il veut. Est-il indécis, sans boussole? Emmanuel Macron navigue-t-il à vue ou sait-il parfaitement où il va? Il faut savoir changer d'avis à la dernière minute. Dans des temps incertains, gouverner, c'est aussi changer de cap. Et parfois, on change de cap à la dernière minute pour éviter un iceberg, par exemple. Je pense que ça n'est pas non plus un mode de fonctionnement du président. Il y a beaucoup de rationalité aussi, de cohérence, de bon sens dans les choix qui sont faits. Ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire mélange chez Emmanuel Macron de la verticalité, de la solitude, le côté « j'assume » et le côté extraordinairement hésitant, soucieux d'écouter, de peser le pour et le contre, d'hésiter jusqu'au dernier moment, quitte à changer d'avis après avoir tranché. Pour les plus critiques, à l'indécision s'ajouterait le déni. Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il rien vu venir? Comment a-t-il pu être à ce point dans le déni de la défaite? Ce soir-là, pour la première fois de son extraordinaire ascension politique, le président est au supplice.
Les résultats des législatives viennent de tomber. Un point sur cette assemblée qui s'est affichée. Première information ce soir, Emmanuel Macron est de loin perd la majorité absolue à l'Assemblée. Ses proches sont au tapis. La défaite est historique. Terminé du côté de Richard Ferrand et de Christophe Castaner, qui tous deux seraient battus, deux très proches d'Emmanuel Macron. Ce sont de tels proches, de tels piliers du système que tout le monde comprend bien que leur défaite, c'est aussi sa défaite. Emmanuel Macron n'avait pas voulu écouter pendant la campagne certaines alertes de ses proches. Richard Ferrand est un des seuls qui anticipe la contre-performance de la Macronie aux élections législatives. Il dit un soir à Emmanuel Macron qu'il pense qu'il y aura autour de 250 députés. Et Emmanuel Macron lui dit « ça va pas, tu es trop pessimiste Richard ». Il ne doute pas que les Français lui accorderont une majorité absolue. Oui, c'est une surprise pour lui. C'est une surprise pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron, en réalité, a connu très peu d'échecs. D'ailleurs, c'est le 3e échec connu de sa vie législative. Le premier, c'est le permis de conduire. Il a raté le permis de conduire une fois, il l'a eu au bout du 2e coup. Le 2e échec, le plus chimiquement pur, le plus connu, c'est Normal Sup. Il a raté 2 fois l'école normale supérieure. Et donc, jusqu'ici, on ne lui connaissait pas d'échec public jusqu'à ces législatives. Un peu avant 20h, il arrive sur le perron de l'Élysée où quelques proches sont réunis et il leur dit « bon ben, on a perdu ». Ce sont des mots qui surprennent dans la bouche d'Emmanuel Macron. Il est même obligé de s'isoler un peu avec Brigitte pour reprendre son souffle. Celle-ci est aussi obligée un peu de le remonter, de lui dire « allez, il fallait qu'il fasse bonne figure, qu'il soit là, que tout le monde comptait sur lui ». Mais c'est vraiment un moment où il vacille, où il est déstabilisé. Certains de ses proches disent que ce soir-là, les larmes sont au coin de ses yeux. C'est une période de grande confusion, de grande incertitude. On s'interroge beaucoup sur ce qui se passe vraiment dans la tête d'Emmanuel Macron. Il était traditionnellement très isolé. Il l'est de plus en plus. Comment a-t-il pu ne pas voir? Arrive-t-il à prendre le pouls du pays? Emmanuel Macron serait-il victime du syndrome de l'Élysée, connu pour être un palais, une forteresse qui isole, rendant les présidents aveugles et sourds? Macron est coupé du monde comme tout président est coupé du monde quand il vit à l'Élysée, qui est une maison où règne le silence, une maison qui communique mal de manière quasiment topographique. C'est compliqué, il y a des escaliers, il y a des soupentes. On ne trouve jamais les toilettes. Tout est caché. L'Élysée est un bunker, vous êtes entouré de vos fidèles, peut-être que toutes les vérités ne vous parviennent pas, qu'on vous protège, mais Emmanuel Macron a aussi une spécificité, c'est qu'il a aussi beaucoup de capteurs avec l'extérieur. On sait très bien qu'il a des contacts sur Telegram, sur WhatsApp, avec des Français lambda entre guillemets, de tous horizons. Des citoyens qui ne sont pas des élus, des gens qu'il a croisés, à qui il a laissé son numéro de téléphone, ça peut arriver. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un boulanger, ça peut être une femme de ménage, ça peut être... Voilà. Emmanuel Macron aurait aussi le téléphone personnel de tous les parlementaires et sénateurs de sa majorité. Il a une phrase fétiche qu'il envoie à certains très régulièrement. C'est en général entre minuit et 2h du matin, où un petit message vous arrive. Dis-moi François, comment tu sens les choses? Je ne sais pas comment il fait ça, à chaque fois, il peut être en déplacement quelque part. Je lui ai envoyé un message l'autre jour, il était à l'autre bout du monde, il m'a répondu dans la foulée. Entendu, je vois ça en revenant, je ne savais pas qu'il était si loin, je l'ai fait comme ça. Donc il y a une grande réactivité, il y a une grande attention. La vie d'un smicard dans la Creuse, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui lui parle beaucoup. Et le fait est que la Macronie a beaucoup manqué de capteurs. Au début, ce n'est pas un parti qui s'est composé par beaucoup d'élus. Au départ, on voit au municipal, ils ne sont pas tellement plus implantés. C'est un parti de débauchage au départ. Quel est le réel impact de ces échanges? Non, mais c'est magnifique là, ce qui a été fait. Emmanuel Macron est-il à l'écoute de tous ceux qu'il sollicite? Je sais que c'est quelque chose qui a du mal à être entendu, mais qui existe. Le souci de délibérer, d'écouter, de prendre en compte l'avis des autres. Peut-être plus pour être conforté dans son avis d'origine que pour en changer. C'est peut-être pour ça que c'est mal perçu. C'est qu'on a l'impression qu'il écoute pour se dire « bon,
Ça, je fais ça, mais finalement, tout ce que me disent les autres, ça me conforte dans ce que je pense depuis le début. C'est peut-être ça qui ressort de sa prise de décision. Une réforme va devenir un cas d'école du fonctionnement d'Emmanuel Macron. La réforme des retraites. Ce jour-là, la France entière attend sa décision. Voter ou passer en force. Là encore, le président va rester illisible jusqu'à la dernière minute. Depuis plusieurs semaines, les patrons de la droite ont fait savoir qu'ils voteraient pour. Mais les forces en présence sont fragiles. La parole est à Monsieur le Président Marlex pour le groupe Les Républicains. Il y en a qui font croire qu'ils pourraient voter s'il y a des améliorations et qui au final, en fait, n'ont pas envie de le faire. En réalité, ils n'avaient pas du tout envie de voter dès le départ. À l'Élysée, 3 réunions, sortes de conseils de guerre, vont se tenir dans la matinée. On se retrouve à l'Élysée, autour du président de la République, en petit comité, avec les présidents dès le matin, autour d'un petit déjeuner. Donc il y a la présidente de l'Assemblée nationale, il y a François Bayrou, il y a Édouard Philippe qui est par téléphone. Donc la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a ou pas une majorité ? Toute la journée, en vérité, on va compter, recompter, comparer, vérifier ce que nous dit l'un, ce que nous dit l'autre, du côté des Républicains, comparer les versions, pour être sûr. Mais certains députés LR, emmenés par Aurélien Pradier, ruent dans les brancards. Est-ce qu'on est au milieu là? Ça vous va? Vous m'expliquez comment demain on va revenir vers les Français en leur disant « Écoutez, pas de bol, vous avez commencé à travailler à 16 ans, mais vous allez faire 44 annuités. » Le député du Lot écume les plateaux télé pour faire savoir que contre l'avis de son propre camp, il votera contre la réforme des retraites. Cette journée, elle est extrêmement tendue. Jusqu'à la toute dernière minute, jusqu'avant les 15 heures, jusqu'au dernier moment, je reçois des coups de fil où on me teste. Est-ce que quand même, je ne vais pas finir par voter le texte? Je me souviens d'une discussion avec un de mes amis politiques où on se dit qu'on a un moment de vérité. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il me croise, il me prend par le bras, il me dit maintenant, tu lâches ou tu dégages. Et mon choix a été de ne pas lâcher. Les dirigeants LR finissent par appeler, le compte n'y sera pas. On se revoit une dernière fois à 14h en disant bon, là concrètement on en est où? On est sûr de quoi? Et donc, quelle est la décision qu'on prend? À quelques minutes de l'échéance parlementaire, Emmanuel Macron finit par trancher. Lorsqu'il actionne le 49.3, il n'ignore pas ce qu'il risque de se passer. Chute de popularité, manifestations, violence. Jusqu'au bout, ce président, guidé par l'obsession de séduire, a cru qu'il pourrait convaincre. Il aura mis toute cette période qui dure un peu plus que 100 jours pour comprendre qu'il est en majorité relative, qu'il n'a plus les mêmes pouvoirs, qu'il faut qu'il fasse autrement. Il n'est plus le président tout-puissant, il aura mis 1 an pour en prendre conscience. Depuis, Emmanuel Macron a fait son retour sur le terrain pour tenter de reconquérir une popularité perdue. Vous allez bien? Bonjour madame. Il semble retrouver un peu d'oxygène et opère une petite remontée dans l'opinion des Français, avec des sondages autour de 30%. De Gaulle, Mitterrand, Chirac, ils sont sortis en guenilles de leur deuxième bail élyséen. Certains pensent même qu'il y a une malédiction du second mandat. Et Emmanuel Macron n'y échappe pas. Il y a un sentiment d'usure qui s'installe. Il y a une petite indifférence qui petit à petit s'instaure avec les Français. Pour quelqu'un comme Emmanuel Macron qui a mis en place un système organisé tout autour de sa personne, c'est quelque chose d'assez cruel. Et il le vit à son tour et il ne le vit pas forcément bien. Il reste 4 ans à Emmanuel Macron pour transformer la France comme il en rêve. Éducation, immigration, écologie, les chantiers ne manquent pas. Mais dans un pays disloqué et sans majorité absolue, a-t-il en tête le chemin pour y parvenir ?